كل أنواع التطعيمات. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. 14 mars 2005, 14 mars 2015, il y a 10 ans jour pour jour, près d'1 million de Libanais dans les rues de Beyrouth lors de la révolution du Cèdre pour exiger le retrait de l'armée syrienne du Liban. Tamam Salam s'entretient avec son homologue émirien 2 jours après l'expulsion de 70 ressortissants libanais des Émirats arabes unis, une décision liée à des considérations sécuritaires selon Cher Maktoum. L'armée irakienne attend des renforts et pourrait libérer Tikrit d'ici 2 ou 3 jours. Les combattants du groupe État islamique contrôlent toujours la moitié de la ville capturée en juin dernier. Et à suivre également dans ce journal, les monarchies du Golfe promettent 12 milliards de dollars d'aide à l'Égypte lors de la conférence internationale de Sharm el-Sheikh. De quoi conforter le Caire dans son rôle clé contre les djihadistes. Il y a 10 ans, jour pour jour, près d'1 million de Libanais étaient dans les rues de la capitale libanaise pour exiger le retrait de l'armée syrienne du pays et pour commémorer l'assassinat de l'ancien Premier ministre Rafiq Hariri, tué un mois auparavant. Mis à part les statues de la place des Martyrs et de Samir Kassir, ainsi que le sermon de Gebran Touaini accroché à la façade de l'immeuble d'An-Nahar, aucune trace de ce 14 mars 2005, quand le centre-ville de Beyrouth était envahi par une véritable marée humaine. Les Libanais eux-mêmes ne semblent guère se soucier de cette date historique et de la révolution du Cèdre qui a changé le paysage politique libanais. Une décennie plus tard, une partie non négligeable du public du 14 mars est aujourd'hui désillusionnée par le bilan de ces 10 dernières années. Le Premier ministre Tamam Salam s'est entretenu ce samedi avec son homologue émirati, Cheikh Mohammed Ben Rachid Al Maktoum, en marge de la conférence internationale de Sharm el-Sheikh. Le dirigeant de Dubaï a assuré qu'il n'y a pas de décision officielle à l'encontre des Libanais aux Émirats arabes unis. Une rencontre qui intervient 2 jours après l'expulsion de 70 Libanais du pays. La majorité de ces ressortissants sont chiites et ont commencé à arriver à Beyrouth aujourd'hui. Selon Cheikh Maktoum, ces mesures sont liées à des considérations sécuritaires. Tamam Salam a quant à lui affirmé que les Libanais tiennent à la stabilité des Émirats. Cet autre entretien de Tamam Salam ce samedi avec le prince héritier d'Arabie Saoudite, Mokren Ben Abdelaziz, a appelé les Libanais à surmonter leurs divergences politiques dans le but de renforcer les institutions libanaises. Le Premier ministre libanais a pour sa part remercié Riyad pour le soutien qu'il accorde au Liban. Les évêques maronites appellent les États arabes à assumer leurs responsabilités en affrontant l'extrémisme et le fanatisme, mais aussi à défendre la présence chrétienne qui a joué un rôle dans la formation de l'identité du monde arabe. Lors du synode, les évêques ont également appelé les États arabes à soutenir le Liban et à l'aider à faire face aux crises sécuritaires et politiques provoquées par les guerres au Moyen-Orient. Ils ont enfin évoqué la vacance présidentielle au Liban et réitéré leur appel aux députés, leur demandant de se rendre au Parlement et remplir leur devoir constitutionnel en élisant un président de la République. Sur le plan sécuritaire, l'armée libanaise a désamorcé une bombe dans le village frontalier de Haboudié dans la région du Rakkar. La charge de 20 kilos se trouvait dans une valise sur le bord d'une route. Une enquête a été ouverte. Tikrit pourrait être libéré d'ici 2 ou 3 jours. C'est l'annonce faite par les forces irakiennes qui disent contrôler désormais la moitié de la ville. L'autre moitié est toujours sous contrôle de quelques dizaines de combattants de l'État islamique situé à 160 km au nord de Bagdad, la capitale. Tikrit était tombé en juin dernier entre les mains des djihadistes, tout comme Mossoul, la 2e plus grande ville du pays, sans doute le prochain objectif des forces irakiennes. L'armée, appuyée par des policiers et des miliciens chiites, attend des renforts ces dernières heures avant de poursuivre sa progression. Elle est ralentie par des snipers et surtout par les nombreux engins explosifs déposés par les combattants de Daesh dans les rues de Tikrit. Des raids aériens contribuent à éliminer les dernières poches de résistance. En Syrie, la coalition internationale qui combat le groupe État islamique a lancé cette nuit des raids aériens contre des positions des djihadistes près de Tel Tamer dans le nord-est du pays. Ces frappes interviennent après un appel à l'aide lancé par les forces kurdes alors que Daesh mène depuis fin février une offensive pour tenter de prendre Tel Tamer et la ville de Ras El Ain, plus au nord à la frontière turque.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, ces raids sont les premiers de la coalition emmenée par les États-Unis dans ce secteur nord-est de la province de Hasakeh depuis que l'EI y a lancé son offensive. Il n'y a pas dans l'immédiat de bilan de victimes de ces raids. Bientôt 4 années de guerre en Syrie et ce bilan, 220 000 morts, 7,6 millions de déplacés, près de 4 millions de réfugiés syriens et peu d'espoir de retour dans un pays ravagé. La plupart des réfugiés ont dû être accueillis en Turquie, au Liban et en Jordanie, dans des camps comme celui de Zaatari à 80 km au nord-est d'Amman. Ces camps de réfugiés sont devenus de petites villes où le provisoire dure. Le dernier rapport de l'UNICEF explique que 14 millions d'enfants sont touchés par ce conflit. Ce serait la plus grande crise humanitaire constatée en une génération. La révolution avait débuté par des marches pacifiques contre le gouvernement, mais la répression de Bachar el-Assad a engendré une guerre civile à laquelle n'a pas su faire face la communauté internationale, laissant les djihadistes de l'organisation de l'État islamique prendre le contrôle d'une partie du pays. Un mot à présent sur cette conférence internationale pour venir en aide à l'Égypte. Elle a lieu en ce moment à Sharm el-Cheikh à l'invitation du président Al-Sisi. Et dès la première journée, 3 puissances du Golfe, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats Arabes Unis, ont promis 12 milliards de dollars en aide et investissement. Une conférence qui pourrait aussi confirmer le poids stratégique de l'Égypte sur la scène du Moyen-Orient. En témoigne la visite au dernier moment du secrétaire d'État américain John Kerry. Le Caire espère ramener son déficit budgétaire à 10% du PIB à l'horizon 2018-2019 et passer d'une croissance de 2 à 4%. L'Égypte attache beaucoup d'espoir à cette conférence. Après la révolution du Nil en 2011, le pays attend aujourd'hui sa révolution économique. Barack Obama reste attaché à une solution à 2 États, israélien et palestinien. C'est ce qu'a affirmé John Kerry lors d'un point de presse à Sharm el-Cheikh en marge de la conférence internationale. Des propos qui interviennent alors que Washington et Benjamin Netanyahou s'affrontent sur un éventuel accord international sur le nucléaire iranien. Selon le secrétaire d'État américain, les négociations sur le programme nucléaire de Téhéran font des progrès, mais il reste des lacunes importantes à combler. John Kerry est attendu en Suisse lundi pour un nouveau round de discussion avec l'Iran. Il estime que le but n'est pas d'arriver à n'importe quel accord, mais au bon accord. Dans un instant, en direction le Pacifique, le Vanuatu balayé par un violent cyclone. Retour sur le plateau de l'info du 1640. Les négociations pour une sortie de crise de la Libye reprendront jeudi prochain au Maroc. L'annonce a été faite par l'émissaire de l'ONU, Bernardino León, qui tente d'arracher un accord entre les parties rivales en vue de la formation d'un gouvernement d'union nationale. À ce jour, la Libye compte 2 parlements, l'un installé à Tobrouk dans l'est du pays, reconnu par la communauté internationale, et l'autre à Tripoli mais sans légitimité internationale. Les tentatives de dialogue engagées jusque-là par l'émissaire de l'ONU n'ont pas abouti. En fait, depuis la chute de Mohamed Kadhafi en 2011, le pays est plongé dans le chaos. La lutte pour le pouvoir se traduit toujours par des combats entre les milices rivales. Vendredi, des responsables européens se sont dit prêts à dépêcher une mission civile ou militaire en Libye si un gouvernement d'unité nationale est formé. Il a été l'homme le plus recherché du monde. Oussama Ben Laden s'est caché pendant des années dans les montagnes reculées de l'Afghanistan. Seulement quelques hommes de confiance avaient accès à sa cachette. Sur de nouveaux clichés dévoilés par un tribunal américain, on peut voir l'ancien chef d'Al-Qaïda marcher près de sa cachette de Tora Bora dans les montagnes ou assis dans sa bibliothèque d'où il a filmé certains de ses messages vidéo les plus connus. Le terroriste responsable des attentats du 11 septembre à New York est mort dans un raid de l'armée américaine en mai 2011 au Pakistan. Sur les photos, il apparaît posé et calme. Les images ont refait surface après un procès de Khaled El-Fawaz, un lieutenant d'Al-Qaïda. Les photos ont été prises par le journaliste palestinien Abdelbari Atwan, invité dans la cachette du leader en 1996 pour l'interviewer et l'aider à répandre sa parole. L'armée nigériane assure regagner du terrain face aux islamistes de Boko Haram dans le nord-est du pays. En tout cas, le président Goodluck Jonathan multiplie les messages dans ce sens. Il faut dire que des élections présidentielles sont prévues à la fin du mois. Et l'annonce de victoire contre Boko Haram tombe bien pour le chef de l'État sortant, malmené dans les sondages.
En plus des troupes nigérianes, il y a des soldats tchadiens, camerounais et nigériens qui sont mobilisés dans cette offensive anti-islamiste qui se déroule dans le nord-est du Nigeria et dans les zones frontalières. Le groupe Boko Haram est actif depuis des années dans le nord du Nigeria où il souhaite instaurer la charia. Il a récemment fait allégeance à l'organisation État islamique. L'insurrection et sa répression par les forces nigérianes ont fait plus de 13 000 morts et 1,5 million de déplacés depuis 2009. Dans le Pacifique, l'archipel du Vanuatu a été balayé par le cyclone Pam, l'un des plus violents enregistrés ces dernières années, avec des rafales de vent dépassant les 300 km/h. Aucun bilan officiel n'a pu être communiqué pour le moment, mais compte tenu des dégâts considérables dans la capitale Port Vila, les autorités redoutent un nombre très élevé de victimes, notamment dans les zones défavorisées. Des informations font état de villages entiers emportés et de petites îles totalement isolées suite à la rupture des communications. L'ONU se prépare à déployer d'ici demain des équipes de secours d'urgence, mais elles ne sont pas sûres de pouvoir atterrir au Vanuatu en raison du vent qui souffle toujours. L'aéroport demeure fermé ce samedi. Ce cyclone pourrait avoir des conséquences considérables sur l'économie de l'archipel. Et puis en Birmanie, un ferry transportant plus de 200 passagers a fait naufrage au large de la côte occidentale. Le bilan est d'au moins 32 morts et 26 disparus. Le navire a coulé alors qu'il faisait route vers Sittwe, la grande ville de l'État Rakhine. Une surcharge de bagages et de passagers pourrait être la cause du drame. Les mauvaises conditions météo sont également avancées. Le ferry naviguait sur une mer très agitée. Une page gastronomique avant de se quitter. L'ambassade de France au Liban a présenté cette semaine l'opération Goût de France qui rassemblera le 19 mars plus de 1000 chefs sur 5 continents pour célébrer la gastronomie française. Un événement qui rendra hommage à l'excellence internationalement reconnue de la cuisine française, à sa capacité d'innovation et aux valeurs qu'elle véhicule, partage, plaisir et respect du bien manger. 7 des meilleures tables de Beyrouth ont souhaité participer à cet événement et organiseront donc des dîners à la française. Je vous propose d'écouter Patrice Paoli, l'ambassadeur de France au Liban. Quels sont les objectifs? Premièrement, promouvoir le tourisme français. C'est un dîner inédit avec une visibilité mondiale qui s'inscrit dans cette démarche et enverra vers l'étranger un signe fort sur l'attractivité de la France à travers le dynamisme des chefs, donc qui sont les meilleurs ambassadeurs que l'on puisse rêver. Le deuxième objectif, c'est de porter haut les couleurs de la cuisine française avec des messages forts, un message de modernité. Au XXIe siècle, la cuisine française n'a pas une volonté hégémonique sur la scène culinaire mondiale. Au contraire, elle souhaite que les cuisiniers participants ne renoncent pas à leur propre tradition culinaire et il s'agit plutôt de marier la personnalité de chacun avec ses propres traditions, donc de faire un travail de création dans lequel chacun conserve son identité. Donc une rencontre. Un message d'excellence, vitalité, modernité, c'est une cuisine qui se renouvelle, mais aussi responsabilité. C'est une vitrine, la cuisine, des valeurs positives pour la France avec une dimension chaleureuse, conviviale, associée au plaisir de la table. Dans ces valeurs, il y a quelques règles. La cuisine est faite de produits frais, des produits de saison, dans toute la mesure du possible, issus du terroir local, c'est important aussi, et réalisé avec moins de gras, de sucre et de sel. Je pense que je ne trahis la pensée de personne en rappelant ces quelques règles. Mais aussi, et c'est important, une cuisine pour toutes les bourses, du bistrot à la grande table. La cuisine, c'est un plaisir à tous les niveaux, de l'échelle de Richter de la grande cuisine. Et donc, la cuisine est un tout, une grande famille de cuisiniers, de chefs. La cuisine, c'est un des reflets de la qualité particulière de la relation entre la France et le Liban. Le goût des Libanais pour la cuisine française, pour la gastronomie française, et ce n'est pas moins de 7 restaurants, donc 7 tables à Beyrouth, 7 des meilleures tables de Beyrouth qui ont choisi de s'associer, de participer à cette opération avec leur chef, en proposant, jeudi en 8, un menu d'exception. La résidence s'associera elle-même aux festivités en accueillant elle aussi un dîner. Le 19 mars, c'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. 14 mars 2005, 14 mars 2015, il y a 10 ans jour pour jour, près d'1 million de Libanais dans les rues de Beyrouth lors de la révolution du Cèdre pour exiger le retrait de l'armée syrienne du Liban.
Tamam Salam s'entretient avec son homologue émirien 2 jours après l'expulsion de 70 ressortissants libanais des Émirats arabes unis. Une décision liée à des considérations sécuritaires selon Cher Maktoum. L'armée irakienne attend des renforts et pourrait libérer Tikrit d'ici 2 ou 3 jours. Les combattants du groupe État islamique contrôlent toujours la moitié de la ville capturée en juin dernier. Et puis les monarchies du Golfe promettent 12 milliards de dollars d'aide à l'Égypte lors de la conférence internationale de Sharm el-Sheikh. De quoi conforter le Caire dans son rôle clé contre les djihadistes. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain. That